Merci d'être avec nous pour la suite de cette aventure sur la santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un système très important, c'est le système digestif. Merci d'être avec nous, Dr Boutrin. Merci Indy, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci de m'avoir sur le plateau. C'est un plaisir pour nous. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler, on va discuter ensemble du système digestif. Donc, rapidement, de quoi est composé le système digestif? Alors, le système, l'appareil digestif, le rôle principal, c'est d'avoir des aliments. Donc, il faudra emmener des aliments dans le corps. OK? Donc, on a la bouche. On va commencer avec la bouche. Et puis après, on aura la gorge. OK? Et après la gorge, on va s'acheminer vers l'appareil digestif, donc l'œsophage. Dans une séance préalable, on parlait de l'épiglotte. Je ne sais pas si tu as parlé de l'épiglotte. C'est comme je m'en souviens. Une extension du tissu et qui aide aussi à, au niveau de la déglutition et qui protège la trachée pour qu'il n'y ait pas de nourriture ou d'eau, enfin de liquide qui rentre dans les voies respiratoires. Donc, l'épiglotte aussi, elle va s'ouvrir pour protéger, pour couvrir la trachée et aider le bol alimentaire, enfin le bolus, pour entrer dans le tube, dans l'œsophage. L'œsophage, c'est un tube. Et après ça, on ira dans l'estomac et puis dans les intestins. Et éventuellement, après que la digestion soit terminée, on va avoir l'excrétion où on aura les selles. Donc, bon, c'est un petit peu vraiment le résumé très rapide de l'appareil digestif. Mais à part vraiment le tube digestif, on a aussi, bon, j'ai oublié de mentionner l'estomac, bon, l'œsophage se termine dans l'estomac, mais on a aussi d'autres organes qui sont aussi très importants pour les fonctions digestives. On a le foie, on a le pancréas, on a aussi la vésicule biliaire. Oui. Donc, ce sont qui nous aident à digérer les aliments. Et puis on a aussi les glandes salivaires, voilà, qui produisent aussi la salive, qui nous aident aussi à mâcher, un petit peu à commencer le processus digestif aussi. Voilà. Donc le processus digestif, il est aidé par plusieurs facteurs acteurs, disons. Voilà, exactement. Donc, le rôle principal de l'appareil digestif, c'est, il y a deux fonctions principales. Il y a la digestion et il y a aussi l'absorption. La digestion, c'est le processus où on va tout détruire, enfin pas détruire, mais c'est un petit peu comme on va casser pour arriver, voilà. Les liaisons. Voilà, les liaisons qui sont dans les nutriments, parce que les nutriments, bon, par exemple, je vois un bout de pain, on ne pense pas que ce sont plein de molécules qui forment le pain. Donc, la digestion va couper toutes ces liaisons chimiques, pour pouvoir arriver à une molécule la plus simple. Parce que la deuxième fonction qui est l'absorption est vraiment la fonction très importante pour le corps, parce que c'est là où on aura les nutriments qui vont arriver dans le sang et qui pourront rendre ces nutriments accessibles aux cellules pour pouvoir fabriquer de l'énergie ou alors utiliser pour le métabolisme cellulaire. Donc juste pour pouvoir récapituler, la digestion, c'est vraiment, comme on dit, réduire les grosses particules alimentaires en de simples molécules qui pourront être absorbées ou qui pourront traverser la paroi intestinale pour arriver dans le sang, éventuellement, et puis aussi qui pourront produire, à travers l'absorption qui est la traversée des nutriments très simples à travers la paroi intestinale pour arriver dans le sang, à travers l'absorption, nourrir les cellules du corps qui ont besoin de nutriments pour pouvoir vivre et accomplir le métabolisme. D'accord. J'ai une question qui, disons, est très axée sur les étudiants. Oui.
tu n'es pas sans savoir que quand on est étudiant, on a du mal à manger correctement. Les 3 repas par jour, c'est facile de les oublier, de sauter 1, 2, peut-être même les 3 et de juste manger des snacks. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du saut du repas? Alors, les sauts du repas. Alors, je crois qu'on a aussi parlé auparavant du rythme circadien. Oui. OK. Donc, on a une horloge dans le corps. On a plusieurs horloges dans le corps. La principale, c'est dans le nucléus suprachiasmatique qui est dans le cerveau. Et c'est-à-dire que tu sais, bon là, maintenant, on a la lumière pendant le jour. La nuit, bon, il n'y a plus de lumière. Donc, on a l'horloge qui est dans le cerveau, suit un rythme, ça s'appelle le rythme circadien qui est régi par la lumière. Donc, à partir de cette horloge-là, on a aussi les horloges périphériques qui sont dans les différents organes. Et chaque organe a son horloge. Okay. Mais tout est dirigé par l'horloge du cerveau. Donc, notre estomac a une horloge, le pancréas a une horloge, nos glandes surrénales, elles ont aussi l'horloge. Enfin, voilà, les organes, le cœur a une horloge aussi. Donc, quand on grandit, quand on vit, enfin, quand on grandit, quand on devient adolescent, notre corps a acquis un certain rythme. Voilà, un certain rythme circadien. Donc, en général, tant qu'il y a la lumière, on est actif, on est tout très, très actif. Et puis, à un moment, quand il commence à faire nuit, l'horloge commence à entrer dans une autre phase qui prépare pour le sommeil, pour le repos et la restauration, la recalibration du corps. Donc maintenant, quand on saute des repas, l'estomac est régulé à avoir des repas à certaines heures. Oui. Donc, quand on sort, l'estomac, c'est comme s'il attend et dit, bon, il est 9 heures, d'accord, il y aura le petit déjeuner. Oui. Bon, selon ce qui se passe d'habitude, j'attends, à peu près à midi, on aura le déjeuner. Alors, le déjeuner vient, l'heure du déjeuner vient, et puis, bon, l'estomac, il attend, il commence à produire les sucs digestifs, les sécrétions gastriques, et c'est comme ça qu'on commence à entendre le bruit, l'orchestre intestinal. Ah oui. Et puis, alors, l'estomac, il attend, et puis il n'y a rien qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est que l'estomac est en train de produire toutes ces sécrétions, les sucs gastriques, mais il n'y a pas d'aliments à digérer. Donc, tout ça, ça reste là, ça va dans les intestins, ça continue. Et finalement, on a eu tous cette préparation digestive, mais il n'y a pas d'aliments à digérer. Donc, déjà, bon, parce que tu sais, le suc gastrique, c'est très acide. L'acide, c'est très acide. Donc, s'il n'y a pas d'aliments, eh bien, c'est pas très bon. Tu imagines faire ça pendant plusieurs années, eh bien, l'estomac, il est surexposé à l'acide gastrique. Donc, déjà, ça c'est pas une bonne chose. Et non seulement ça, le corps aussi, il est en attente de nutriments, attente de glucose, parce que le glucose, c'est la molécule principale qui va être utilisée par le corps pour pouvoir produire de l'énergie, produire l'ATP. Donc, le corps est en attente, il n'y a rien qui se passe au niveau de l'apport alimentaire, de l'apport des nutriments, de l'apport énergétique. Donc, ça va aussi causer des problèmes. Donc, à ce moment-là, le corps qui est supposé, selon l'horloge interne, avoir ses apports. Maintenant, il n'y a pas d'apport, donc le corps est un petit peu déstabilisé, dit, bon, quand est-ce que je vais avoir ce que je devais avoir? Et à ce moment-là, bon, ça dérègle un petit peu ce qui se passe. Le rythme qui avait été établi, maintenant, il est un petit peu déréglé parce qu'on ne sait pas vraiment l'attente n'a pas été, comment dire ça, l'attente n'a pas été comblée. Voilà. Donc, sauter les repas, déjà, bon, c'est pas trop bien au niveau de l'appareil digestif. Et puis aussi, c'est pas vraiment bien au niveau de l'apport qu'il faut. Par exemple, du glucose, des nutriments pour le corps. Parce qu'en tant qu'étudiant, il y a une forte demande cérébrale.
Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup d'études, il y a les devoirs, on va en classe, on écoute. Enfin, les bons étudiants, c'est ce qui... Oui, normalement. Disons que tout le monde le fait. Disons. Voilà. Voilà, donc le cerveau a besoin de glucose, a besoin de tous ces nutriments pour pouvoir fonctionner aussi. C'est pour ça que moi, je dis à mes élèves, en général, quand ils viennent en classe, surtout les classes après l'heure du déjeuner, je dis, est-ce que vous avez mangé? Parce que s'ils n'ont pas mangé, eh bien, le sang il est vide de nutriments et à ce moment-là, les activités cérébrales ne seront pas aussi efficaces. Okay. Voilà, donc sauter les repas, je comprends, j'étais étudiante, mais ce n'est pas la meilleure chose à faire. Même si, il vaut mieux même avoir un snack avec, par exemple, des grains comme, enfin, par exemple, tu sais, ils ont des barres de céréales. Oui. C'est déjà mieux que de n'avoir rien du tout. D'accord. Donc, les snacks peuvent être une solution, bien des snacks équilibrés, parce que moi, j'aime bien les chips. Donc, qu'est-ce que je en dis des chips? Les chips, c'est des glucides avec du sel et de l'huile, des lipides. Alors, au niveau de l'apport nutritionnel, c'est vraiment pas équilibré. Donc, je dirais que c'est pas la meilleure chose à manger. D'accord. Voilà. Bon, je vais me tourner vers les barres de céréales. Oui, mais c'est pas que les barres. Enfin, j'ai dit les barres de céréales, c'est bien. C'est mieux d'avoir ça sous la main au lieu de jeûner. D'accord. Mais, enfin, le repas idéal, c'est un bon repas où on a une source de protéines, on a aussi des grains, on a des légumes, on a aussi des crudités, donc des fibres. On a aussi un apport de fibres, de vitamines, de protéines, de glucides et aussi de graisses, mais pas trop saturé, plus au niveau insaturé. Voilà. D'accord. Je sais aussi que ce n'est pas forcément très bien de boire en mangeant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, alors boire en mangeant. Alors quand la digestion commence, alors on mastique, parce que la digestion, il y a aussi la digestion mécanique, la digestion chimique, okay, de l'action chimique. Donc, par exemple, quand on commence à manger, on aura dans la bouche, on aura la digestion, on aura les deux. On aura la physique parce que, bon, avec les dents, ça mastique, ça réduit la nourriture dans une purée. On a aussi la digestion chimique où il y a des enzymes dans la salive qui commencent aussi la digestion des glucides. Donc, bon, après ça descend, on arrive dans l'estomac. Dans l'estomac, alors, il y aura l'addition, bon, ce qu'on avale s'appelle le bolus ou alors le bol alimentaire. Donc, le bol alimentaire arrive dans l'estomac. Maintenant, il y aura l'addition des sécrétions gastriques. Donc, le sucre gastrique, il y aura l'acide gastrique, il y aura aussi la pepsine, et puis aussi d'autres composants qui vont aussi contribuer à l'absorption de certains autres nutriments. Mais quand on boit de l'eau, ce qui se passe, de l'eau ou alors un liquide, pendant que la digestion se fait dans l'estomac, on dilue l'acide gastrique, on dilue les sucs digestifs, c'est-à-dire l'acide, tout ce qui se passe dans l'estomac, tout est dilué. Et l'acide est très important pour pouvoir, c'est la digestion chimique. Ils sont déjà très bien proportionnés. Voilà, donc l'estomac, le plus, on a des récepteurs, des capteurs dans l'estomac, c'est-à-dire le plus on mange, là, ça va étendre la surface intestinale et ça va envoyer des messages pour dire, OK, il y a plus de nourriture maintenant. En fonction de la quantité de nourriture, il y aura aussi la production de l'acide gastrique. Donc, tout est fait en mesure, tout est vraiment, vraiment bien agencé. Maintenant, quand on boit pendant que l'on mange, on va diluer. Donc, on va réduire l'efficacité de l'acide, on va diluer l'acide, on va diluer la quantité de la pepsine, qui est une enzyme. Donc, tout ça, ça va, si on dilue ces choses qui sont supposées faire la digestion,
on va réduire l'efficacité de la digestion, des réactions chimiques. Okay. Donc, ça va ralentir la digestion. Et quand on ralentit la digestion, en général, ce n'est pas trop bon. Parce que ça peut, enfin, éventuellement, et puis bon, c'est pas seulement dans l'estomac aussi, quand ça va aller dans les intestins, tout ça aussi, ça va diluer. Donc, parce que dans les intestins aussi, on a aussi des enzymes dans les intestins qui viennent du pancréas, mais aussi des intestins, des cellules intestinales. Donc, on ne veut pas vraiment diluer. Okay. On ne veut pas vraiment réduire l'efficacité du processus digestif. Donc, il vaut mieux boire 20 minutes avant de manger ou au moins 30 minutes à 1 heure après avoir fini le repas. D'accord, pour laisser le temps à la digestion de se faire. Voilà. OK. Je sais, c'est un parallèle un peu. On parle de l'eau, il ne faut pas boire pendant qu'on mange. Mais quel risque il y a qu'on ne boit pas assez d'eau et qu'on mange, mais sans avoir bu assez d'eau? Je sais qu'il y a un risque au niveau du système digestif. Est-ce que tu peux me dire c'est lequel? Oui, alors si on ne boit pas assez d'eau avant, enfin, outre le temps, la duration de la digestion, la durée, pardon, de la digestion, eh bien, on commence à se mettre du côté de la déshydratation. Donc, on ne veut pas trop ça. Ce qui se passe au niveau de l'appareil digestif, c'est que l'eau est en général réabsorbée. Donc, quand l'eau est réabsorbée, si maintenant il n'y a pas assez de fibres ou alors qu'il n'y a pas assez d'eau qui un petit peu reste au niveau du reste du transit intestinal, c'est-à-dire dans le côlon, parce que bon, la digestion se passe de manière essentielle dans les intestins, les intestins grêles. OK. Donc, lorsqu'on arrive au niveau du côlon, c'est là où l'eau, s'il ne reste pas assez d'eau, de fibres dans la nourriture, ça peut devenir difficile au niveau du transit. Donc, les choses ne vont pas bouger aussi rapidement pour aller dans le côlon, enfin, ascendant, transverse, ou alors descendant, sigmoïde. Donc, ça ne va pas bouger aussi bien. Donc, on commence à s'exposer à la constipation. Je suppose que les gens n'aiment pas être constipés. Non, donc, effectivement, je ne pense pas que ce soit intéressant. Donc, il faut, si on a assez d'eau et de fibres, ça va aider le transit intestinal, surtout au niveau du côlon. Maintenant, si on n'a pas assez d'eau, c'est-à-dire que comme le corps est déjà dans un état de déséquilibre, le corps est désespéré d'avoir de l'eau. Donc, s'il y a de l'eau dans la nourriture, au niveau, après l'estomac, au niveau du début de la digestion, toute l'eau, enfin, dans l'intestin grêle, toute l'eau va être réabsorbée et on va finir avec, au niveau du côlon, des selles qui vont être formées qui seront plutôt du côté sec comparé un petit peu plus... comment dire ça? Je ne vais pas dire humide, mais enfin, un petit peu... Oui, je vois de quoi tu parles. Voilà, plus fluide, quoi. Et ça, voilà, on peut arriver dans des cas de constipation. D'accord. Pendant qu'on parle du côlon, je sais qu'il existe le cancer du côlon. Quels sont les facteurs de risque? Comment ils se manifestent? Est-ce que je peux nous en dire plus? Oui, alors dans le côlon, au niveau du côlon, alors, le côlon est différent de l'intestin grêle. Le côlon est beau. Au niveau de la motilité, c'est différent. Bon, il y a des systèmes de contraction, mais ce n'est pas exactement la même chose que ce qui se passe dans l'intestin grêle. Donc, les personnes qui mangent beaucoup de viande rouge, on a réalisé dans les études que les personnes qui mangent beaucoup de viande rouge ont un risque élevé au niveau du cancer du côlon. D'accord. C'est les viandes rouges qui sont mangées très souvent dans la semaine
au niveau de la digestion, c'est beaucoup plus difficile. Ok. Donc, le transit est beaucoup plus ralenti. Il y a une surexposition au niveau de la flore intestinale. Il y a aussi plus de fermentation. Donc, tous ces facteurs-là, et puis surtout la lenteur. Le transit est beaucoup plus lent. Donc, il y a un risque élevé au niveau du développement du cancer du côlon. Donc, il est mieux de manger des aliments qui sont riches en fibres, qui vont faciliter le transit intestinal, même au niveau du côlon, et pour éviter ce genre de risque. D'accord. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de viande rouge, non. Oui, non, c'est l'excès. C'est l'excès. Manger beaucoup de viande rouge plusieurs fois dans la semaine, ce n'est pas la meilleure chose et ça augmente le risque du cancer du côlon. D'accord, donc il faut garder l'équilibre. Voilà. Ok. Je sais aussi que le pancréas est très, disons, important dans le système digestif. C'est quoi son rôle? Alors, le rôle du pancréas est primordial. Primordial dans le sens, au niveau digestif, c'est le pancréas qui génère les enzymes principales qui vont finir la digestion au niveau de l'intestin grêle. Okay. Alors, quand on commence la digestion, dans la salive, on a une enzyme, l'amylase, qui commence la digestion chimique au niveau des glucides. Après ça, le bol alimentaire, il va dans l'estomac. Alors, les enzymes, ce sont des protéines. Okay? Oui. Donc l'amylase salivaire, elle arrive dans l'estomac avec le bol alimentaire. Okay? Maintenant, l'estomac produit l'acide et la pepsine. Pepsine, c'est une protéase, donc ça va détruire des protéines. Donc, l'amylase salivaire va être détruite. Donc, après la digestion gastrique, s'il y avait des protéines, elles auront été digérées partiellement. Maintenant, comme il n'y a plus, donc la seule enzyme qui reste vraiment, c'est la pepsine. Donc, quand on arrive dans l'intestin grêle, il n'y a pas vraiment d'enzymes qui sont disponibles pour pouvoir finir la digestion chimique. Donc, le pancréas, c'est l'organe qui pourvoit toutes ces enzymes digestives. Alors, il y aura les enzymes pour les glucides, pour les lipides, pour les acides nucléiques, aussi pour les protéines. Donc, c'est vraiment l'apport complet d'enzymes qui vont finir la digestion. Donc, le pancréas a un rôle très important. Les gens qui ont une déficience pancréatique à ce niveau-là, ils ont des problèmes très importants de digestion. Ils n'arrivent pas à digérer ce qu'ils mangent. Donc, c'est lié. Tout à fait lié. Ah oui, c'est très, très lié. Donc, à ce moment-là, on va voir que ces personnes-là, elles mangent, mais comme la digestion est compromise parce qu'il n'y a pas assez d'apport enzymatique qui vient du pancréas, le reste du bol alimentaire qui vient de l'estomac ne pourra pas être digéré. La digestion chimique ne pourra pas être complète. Donc, si on ne peut pas digérer complètement, on ne pourra pas non plus compléter l'absorption. Parce que l'absorption est fonctionnelle, ça dépend de la digestion. Parce que si les molécules sont toujours trop grosses, elles ne pourront pas traverser la paroi intestinale pour être absorbées, pour entrer dans le sang. Donc, à ce moment-là, on va aussi compromettre l'absorption. Et s'il n'y a pas d'absorption, il n'y aura pas l'apport alimentaire dans le sang. Les cellules n'auront pas les nutriments. Et à ce moment-là, les personnes vont commencer à perdre du poids. Il y aura vraiment des conséquences que l'on va voir qui sont très importantes. Donc, le pancréas a un rôle essentiel au niveau de la digestion. Et les gens qui ont une déficience pancréatique à ce niveau-là, en général, il faut qu'ils prennent des suppléments d'enzymes qui vont, à ce moment-là... Qui ressemblent à celles que le pancréas... Voilà. Donc, il faudra les lipases, il faudra toutes les enzymes digestives afin de faciliter ce processus digestif au niveau de l'intestin grêle. D'accord. Je sais que
les étudiants ont du mal à gérer tout ce qui est planning, de cuisine. Des fois, le repas, on va dormir ou on travaille, on s'endort, le repas il reste dehors ou il a été cuisiné depuis 3 jours, mais on n'a pas le temps d'en refaire un autre et on le mange après 3 jours. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ah, eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je ne sais pas si ce sont de bonnes choses. Alors, ce qui se passe, alors, on sait qu'il y a des bactéries dans l'environnement partout. Je touche cette surface, je suis sûre qu'il y a des bactéries. Si je mets ma main sur, tu sais, au microscope. Voilà, au microscope, alors même sur un, qu'on appelle ça, un milieu de culture bactérienne, oui. J'aurai beaucoup de culture. Okay. Alors, imagine que tu as ton repas qui est là et les bactéries qui sont dans l'environnement. C'est comme si tu dis, bon appétit les bactéries. Ouh là là. Voilà. Alors, après 3 jours, je suppose qu'il y aura beaucoup de croissance au niveau des bactéries qui vont être sur la nourriture. Et on va commencer peut-être à avoir des colonies, on va voir comme ça, des petits points blancs, des petits points rouges, ou alors même des les moisissures. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais on aura des bactéries qui vont commencer à grandir sur la nourriture. À ce moment-là, c'est pour ça que je dis, si vous avez des repas, même dans le frigidaire, si après quelques jours, vous prenez un repas que vous voyez qu'il y a des petits points qui sont dessus, des petits points qui ne ressemblent pas du tout à l'aliment, et même des fois, on ne voit pas parce que la couleur est la même. Peut-être l'odeur change. L'odeur aussi, parce que quand les bactéries grandissent, elles vont commencer à avoir des réactions chimiques. Il y aura des gaz qui vont se produire, donc l'odeur va changer. Il y aura aussi des dégradations au niveau chimique, donc on va aussi voir que l'apparence des aliments va commencer à changer. Donc moi, c'est une habitude que j'ai. Comment dire ça, je sens toujours l'odeur et je regarde à la lumière attentivement pour voir s'il y a quelque chose. Mais je recommande après 3 jours, il vaut mieux laisser les choses tranquilles, peut-être mettre à la poubelle et avoir quelque chose de frais parce qu'on ne sait pas, parce que ça peut donner d'autres réactions pas trop agréables. Effectivement. Donc, notre conseil du jour, faites attention à votre repas. Sentez, regardez, vérifiez si tout est comme d'habitude, si vous pouvez le manger. Sinon, peut-être qu'il faut mieux le laisser et passer à autre chose. En tout cas, on vous remercie d'avoir été présent avec nous. Nous savons que toutes ces informations ne sont pas forcément faciles à appliquer, mais Dieu va vous aider. Et on vous dit à la prochaine, que Dieu vous bénisse et vous garde.